dans le 56cast 118. Aujourd'hui, on va parler d'espace. Ça me fait plaisir parce que ça fait longtemps. Avec Pierre-Yves Guidotti, bonjour. Bonjour. Du CNES, qui va nous parler de plumes, de marteaux, de vitesse à laquelle tombent les objets, de satellites, de Galilée, d'Einstein, de relativité. C'est absolument passionnant. Et j'ai aussi... On a 5 heures. On a une demi-heure. Erwan, bonjour Erwan. Bonjour. Et on va commencer par un petit topo sur le numéro 118, qui est le chiffre du jour. 118, c'est la dernière fois que je vous embête avec ça. C'est le dernier des 4 nouveaux éléments qui ont été ajoutés au tableau périodique. C'était début 2016. Au début, on l'appelait l'Ununoctium. C'est le nom de code en latin pour 118. C'est donc un élément à 118 protons. Et ensuite, on l'a appelé l'Oganesson. Pourquoi l'Oganesson? Parce que c'est un hommage au professeur Yuri Oganessian, qui est né en 1933 et qui est un pionnier des recherches sur les éléments transactinides. Et on en a parlé la semaine dernière des éléments transactinides. Vous suivez ou quoi? Pas du tout. Mais si, on d'accord. a dit Non, mais je vais revoir l'émission alors. Et ça nous a fait rire même. Ah oui. En tant que gros ignorants qu'on est. C'est son nom qu'en fait, les transactinides, c'est des éléments super lourds au-delà du numéro 92. Et ça finit, le nom Oganesson finit par on, comme tous les gaz nobles qui sont dans la dernière colonne du tableau à droite, le néon, l'argon, le krypton, le xénon, etc. Voilà, vous dormirez moins bête ce soir, mais surtout grâce à la suite. Quartier libre avec Pierre-Yves Guidotti, donc bienvenue, vous êtes chef de projet exploitation de la mission Microscope au CNES. La mission Microscope, pourquoi ça s'appelle Microscope? Parce que c'est un micro-satellite, donc satellite relativement petit, pour l'observation du principe d'équivalence, PE, principe d'équivalence. Ok. Et alors, le principe d'équivalence, c'est un truc, si j'ai bien suivi, donc Galilée avait eu l'intuition, que Newton a confirmé et qu'on apprend en classe, à peu près tout le monde au collège, c'est que les objets tombent, je résume pour le grand public, que les objets tombent à la même vitesse dans le vide, quel que soit leur poids, quelle que soit leur matière. C'est ça, en résumé. Alors Galilée a eu plus que l'intuition, il a fait des mesures. Chacun peut avoir cette intuition, même réaliser l'expérience lui-même. Et Galilée l'a mesuré avec des pendules. Newton l'a repris pour ses théories. Et Einstein s'en est servi pour construire la relativité générale. Il allait beaucoup plus loin dans la façon de percevoir, de prendre en compte ce principe d'équivalence. Et alors, dit un peu plus scientifiquement que moi je l'ai résumé avec mes objets qui tombent à la même vitesse, comment on le définirait? Alors, Newton le définit en disant la masse inertielle, notre résistance au mouvement, est égale à la masse gravitationnelle, qui fait qu'on est attiré par la Terre. Ça, c'est l'approche newtonienne. Einstein a été plus loin en disant « Je construis toute la relativité générale en assimilant attraction gravitationnelle et accélération ». Pour Einstein, il n'y a pas de différence entre une accélération uniforme et une attraction. Si vous êtes dans une cage au-dessus de la Terre, vous sentez l'attraction de la Terre. Si maintenant on imagine cette cage fermée dans l'espace accélérée par un moteur de fusée, avec la même accélération que la gravitation terrestre, vous ne ferez pas la différence. Vous ne saurez pas dire si votre cage est accélérée par un moteur de fusée ou si vous êtes toujours sur la Terre attiré par sa gravité. Einstein a construit toute sa théorie de l'espace-temps avec ce postulat. C'est-à-dire que le principe d'équivalence est un postulat de la relativité générale, c'est pas une conséquence de la relativité générale. C'est vraiment un point de départ. Un des points de départ, et Einstein a décrit le cosmos, l'a mis en équation, à partir de ce postulat. Équivalence entre gravitation et accélération. Et alors l'expérience des objets qui n'ont pas la même masse et qu'on fait tomber soit dans l'air avec une résistance, soit dans le vide. Donc dans le vide, ça donne quelque chose comme ceci. Ça c'était dans une émission de la BBC. Une balle, une plume, dans le vide arrive en même temps. C'est ça. Alors que dans l'air... Dans la vie de tous les jours, on peut faire cette expérience. Vous prenez deux corps différents, cette feuille de papier, un stylo, et vous les faites chuter. On s'attend à ce que le stylo arrive bien avant la feuille sur la table. Si maintenant vous froissez la feuille de papier, vous allez diminuer sa résistance à l'air. L'air, c'est le principal perturbateur dans notre expérience ici. On reproduit la même expérience et on constate grossièrement que nos deux corps très différents touchent le sol, la table au même instant. Il y a eu équivalence dans la chute de par l'équivalence entre attraction gravitationnelle et accélération.
Et pour y arriver, il faut vraiment réduire tous les perturbateurs. C'est ce qu'on va faire, nous, dans l'espace. C'est s'affranchir ici du frottement de l'air et puis d'autres perturbateurs. Il y a juste une petite vidéo rigolote de l'astronaute, comment il s'appelle celui-là, David Scott, dans la mission Apollo 15, qui avait emmené un marteau et une plume sur la Lune, pour essayer ça sur la Lune. Donc c'est un peu la même chose que si on faisait le vide sur Terre, mais c'est très symbolique. C'est complètement symbolique, là, oui. Le problème de ces expériences, c'est que la chute est très courte. Quand il va lâcher, les corps arrivent relativement vite au sol, donc on a une précision sur le test qui est assez faible. C'est à hauteur d'homme, on n'a pas de ralenti. Alors le vide est excellent sur la Lune, évidemment. Moi, c'est l'avantage. Attention. Poum. Cette classe. Et donc le principe de la mission microscope, c'était de tester ça le plus précisément possible, avec le moins de perturbateurs possible. C'est ça. Un microscope bénéficie de deux atouts majeurs par rapport à d'autres expériences qu'on peut faire au sol. C'est être dans un environnement spatial beaucoup plus propre, moins perturbé qu'au sol, où il y a aussi du tremblement sismique qui peut perturber des instruments. Et puis le deuxième avantage, c'est qu'un satellite en orbite, il est en chute permanente. Le satellite, il a été lancé par une fusée à 28 000 km/h. Et son orbite, c'est une chute. Il fait le tour de la Terre en chutant. Mais comme il a suffisamment de vitesse, il tourne sans s'arrêter. C'est le principe de l'orbite, en fait. C'est le principe de l'orbite. Et donc, c'est une chute infinie, entre guillemets. Donc, ce test-là qu'on a fait sur un demi-mètre, on le reproduit, nous, sur des millions de kilomètres cumulés. Parce que le principe de la gravitation, justement, c'est que l'espace-temps est déformé par la masse de la Terre au milieu. Voilà. Et donc, être en orbite autour de la Terre, c'est comme chuter sur un espace-temps courbé autour de la Terre. Ça, c'est vraiment la description d'Einstein qui amène à cette représentation. Donc, à l'origine de cette expérience, parce que c'était donc pour faire un nouveau test sur ce principe d'équivalence à une échelle jamais atteinte jusqu'ici, c'est qu'il y a une possibilité que ce principe d'équivalence ne fonctionne pas ou il y ait une différence à très petite échelle. D'où viendrait cette différence? En fait, on n'est pas si sûr que ça soit vrai. On ne fait pas le test juste pour vérifier qu'un stylo et un papier tombent pareil. Ah oui. On fait le test parce que les physiciens aujourd'hui sont un peu dans une impasse et leur graal absolu, c'est d'essayer de mieux comprendre l'univers et de réconcilier d'un côté la relativité générale dont on a parlé, qui fonctionne très très bien aux grandes échelles pour décrire l'univers, le cosmos, et de l'autre côté, la mécanique quantique, qui, à très petite échelle, a aussi donné des résultats formidables. Mais les deux sont aujourd'hui inconciliables. Et c'est vraiment ce Graal que les physiciens essayent de trouver. Comment réunifier les deux grandes théories pour mieux comprendre notamment le Big Bang, ce qui s'est passé à l'origine de notre univers. C'est-à-dire que le Big Bang, le Big Bang sans une théorie qui unifie les deux? Sans unification, non. Et il y a des théories très fortes aujourd'hui, poussées par plusieurs communautés scientifiques. Et pour réussir cette unification, elles prédisent une petite violation du principe d'équivalence. Les corps ne chuteraient pas exactement pareil. Alors évidemment, la différence, il faut aller la chercher loin dans la précision. Ces théories unificatrices qui s'appuieraient sur cette hypothèse, c'est par exemple la théorie des cordes? Voilà, la théorie des cordes est une des grosses théories emblématiques. Et la gravitation quantique à boucle. Voilà, c'est les mots sont dits. Et à chaque fois, parce que ce qui est étonnant, et d'ailleurs ce que j'ai découvert en début de cette émission, c'est qu'on part d'un principe qui a inspiré, qui a été pour le point d'origine de la théorie de la relativité générale. Et ce que je veux dire, c'est que pour la théorie quantique à boucle ou la théorie des cordes, c'est aussi un point de départ. Cette petite violation, ou c'est une conséquence là? C'est s'il y a une théorie des cordes. La violation est plutôt une conséquence. D'accord. La violation est plutôt une conséquence. Et après, au-delà de cette approche très physique, pourquoi on fait ça? C'est pas non plus pour faire plaisir à ces physiciens qui sont des théoriciens, comme parfois on les qualifie, mais c'est que derrière, ça peut avoir des applications concrètes. Pas aujourd'hui, mais si on retourne il y a un siècle, quand Einstein fait la relativité générale, aujourd'hui, vous l'avez dans votre smartphone. Sans cette relativité générale, le GPS du smartphone n'aurait pas la précision que vous avez. Ah bon? Et Galileo qui arrive bientôt, c'est pareil, ce système dans lequel beaucoup d'entités travaillent, le CNES aussi d'ailleurs, fortement, n'aurait pas la précision recherchée. Déjà un peu, Galileo, non? Il est opérationnel. Et on rajoute encore des satellites le 12 décembre avec un prochain tir du centre spatial guyanais. Oui, c'est la théorie de la relativité générale, c'est la différence des horloges, des satellites qu'il faut compenser. Différence des horloges qui vient de l'attraction de la Terre. Et c'est la relativité générale qui nous permet une petite compensation,
sans laquelle on dériverait de 10 km par jour. Donc 10 km par jour d'erreur dans un GPS, on n'a plus de GPS et on n'a plus de Galileo. Oui. On fera un numéro sur le temps un jour. Oui. Donc cette physique fondamentale, elle finit par être essentielle, mais on ne sait pas quel va être son débouché. Quand on travaille sur une théorie des cordes, une théorie d'unification, on ne sait pas dire quel va être le futur avec. Mais les applications peuvent être colossales. Et donc le test du principe d'équivalence, on le fait avec une précision toujours plus grande. Oui. On était arrivé à... donc ça se mesure en ordre de grandeur, c'est ça? Un ordre de grandeur de 10 puissance moins 12, je crois que c'était là moins où on 13. en était. On était à 2 10 puissance moins 13. Donc 13 décimales et un petit 2 derrière. Avec des tests au sol. C'était quel genre de test? Alors, 2 tests arrivent à peu près à la même précision. Un test mené avec des balances de torsion. On vérifie sur un pendule de torsion que les corps différents ont un mouvement similaire, pour simplifier. C'est un test au sol. Et l'autre test était réalisé en faisant des tirs sur la Lune, des tirs laser. Et là, on profite en fait du mouvement de la Terre et de la Lune par rapport au Soleil. Voilà, avec les miroirs posés sur la Lune. D'accord. Et donc, microscope... Les miroirs posés sur la Lune ? Pardon, je débarque, mais il y a des miroirs. L'émission Apollo qu'on voyait tout à l'heure, on déposait des miroirs. Ils ont posé des miroirs. D'accord, ok. Non, mais c'est bien de... D'accord. Ils ont posé des miroirs. C'est super pratique. Ah bah oui, j'imagine, oui. Ah oui, d'accord, ok. Le microscope change complètement l'approche en disant le test, je vais le faire in situ, dans l'espace, pour avoir des conditions de test bien meilleures. L'objectif, c'est de gagner un rapport 100 par rapport aux meilleures expériences dont on parlait. On était à 2 10 puissance moins 13, et on vise le 10 puissance moins 15, 15 décimales. L'ordre de grandeur, c'est le rapport entre le poids d'une mouche drosophile et un supertanker. 500 000 tonnes le supertanker, la mouche drosophile 0,5. Votre mesure, c'est comme si on prend un supertanker et on détecte si une mouche vient de se poser dessus ou pas. Voilà. D'accord. Alors on ne détecte pas instantanément, il faut beaucoup de données et des traitements très complexes pour y arriver. C'est une performance incroyable. Et donc là, c'est un satellite français du CNES qui descend à cet ordre de précision. La manip est essentiellement française, mais c'est aussi un très fort partenariat qui a marché excellemment, avec donc des contributions françaises, notamment l'ONERA, qui apporte les accéléromètres qui sont des vrais bijoux de technologie, un laboratoire relié au CNRS, Observatoire Côte d'Azur, GeoAzur, et puis des partenaires étrangers aussi, le ZARM, DLR en Allemagne, et l'Agence spatiale européenne qui fournit les propulseurs qui équipent le satellite. On en parlera sûrement de l'importance de ces propulseurs. Alors dans ce satellite, il y a quoi? Il y a 2 cylindres. Et c'est eux qui jouent en fait le marteau et la plume. C'est ça. Pour simplifier, il y a 2 cylindres emboîtés parce qu'il faut qu'ils soient vraiment co-alignés pour subir la même gravitation de la Terre. Et ils sont au cœur du satellite. Le satellite les protège de toute perturbation. Le frottement de l'air évidemment, mais aussi les perturbations magnétiques, thermiques. Il faut que ce soit un laboratoire parfait au cœur du satellite. Et ces 2 cylindres qui ne sont pas dans la même matière pour qu'ils n'aient pas la même masse. Et on mesure le déplacement de l'un par rapport à l'autre? Schématiquement, c'est ça. Ça revient à mesurer le déplacement de l'un par rapport à l'autre. On a un cylindre en platine, l'autre en titane, et on regarde si le platine et le titane chutent différemment, donc s'ils ont une trajectoire un petit peu différente dans leur chute autour de la Terre. Les mesures de position qu'on fait pour fixer un ordre de grandeur, c'est l'échelle atomique, 10 puissance moins 10 mètres. Les détecteurs capacitifs de l'ONERA mesurent cette petite distance-là. Ils ont cette résolution-là. Et puis on a aussi, je crois, d'autres cylindres témoins, juste à côté, qui servent à voir si, par exemple, le satellite s'est pris une poussière, une micrométéorite et que c'est un petit peu perturbé. On peut, plus généralement, on peut voir qu'est-ce qui a affecté les 2 cylindres ou qu'est-ce qui est juste spécifique au cylindre. On s'en sert, donc, ces 2 autres cylindres de référence. C'est un peu notre étalon de mesure. Comme dans toute expérience de physique, il y a des erreurs, elle n'est jamais parfaite. Donc sur le couple platine-titane, on fait la mesure du principe d'équivalence. Et à côté, on a un couple de masse platine-platine. Et on va regarder quelle est la mesure qu'on a dessus. Et ça va nous donner une indication sur la barre d'erreur. On s'attend à avoir 0, évidemment, là, puisque ce sont les mêmes corps de composition identique. Pas de violation attendue, donc on devrait avoir 0 à l'erreur de mesure près. C'est notre référence. Et donc ça permet de compenser les variations qu'il peut y avoir sur l'autre expérience, en fait. Pas compenser. Non, ça sert vraiment d'étalon de mesure. Ensuite, on fait des mesures en utilisant l'accélération vue par un senseur, un instrument, ou vue par l'autre. Notre expérience est tellement sensible qu'on ne peut pas mixer les deux, hybrider les deux pour ajuster finement le satellite. Alors, juste parce que je ne sais même pas si on l'a précisé au début, si vous venez aujourd'hui, c'est que ce satellite dont nous parlons depuis le début a été lancé en 2015.
16, oui, avril 2016. Avril 2016. Et que aujourd'hui, mais ça va être après, aujourd'hui, nous avons les premiers résultats de cette expérience complètement dingue. Excusez-moi, de mon point de vue, elle est fascinante et dingue d'avoir lancé un satellite qui a demandé 15 ans de travail quand même. Il y a eu ce lancement donc en 2016 et aujourd'hui, là, ces jours-ci, vous publiez les premiers résultats et on va savoir dans cette émission, on va savoir est-ce que le principe d'équivalence est confirmé à 10-15. C'est ça le gros scoop. On a les premiers résultats. Il a fallu du temps normal pour arriver à démontrer la qualité de ces résultats. On a traité 10% des données accumulées en 1 an et demi et on arrive à afficher un résultat extraordinaire aujourd'hui. Dire ça marche, on a une expérience qui atteint des performances extraordinaires. Je vais dévoiler le chiffre alors. Aujourd'hui, on est à une précision de mesure de 10 puissance moins 14. On n'a que 10% des données, on n'a pas encore tout traité, donc c'est une étape intermédiaire qui est déjà extraordinaire. Parce que la précision, elle se fait en accumulant des orbites et des données. On améliore les choses. Donc déjà là, avec ces 10% de données, on fait 10 fois mieux que les précédentes expériences. 10 fois mieux que les précédentes expériences avec ces 10% de données. Donc ça marche très très bien. Et ce principe d'équivalence ? Et ce principe d'équivalence, dans ces 10% de données analysées, il n'est pas violé. On prouve le principe d'équivalence d'Einstein avec une précision 10 fois meilleure. Donc il est encore confirmé. Il est encore confirmé, ça veut dire que les théories qui prédisent une violation, les voilà un peu plus contraintes. Il va falloir qu'elles rentrent dans ce cadre. Ce n'est pas un résultat à demi-mesure, les scientifiques, ils sont passionnés de ça. Certains disaient qu'il va y avoir une violation. Mais ils ne savaient pas bien à quel niveau. Maintenant qu'ils ont un niveau de non-violation, il faut ajuster leur théorie. Et c'est d'un grand intérêt pour eux. Ok. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? C'est la science. Je pose des questions un peu trop. Oui, la science progresse comme ça. On prédit des choses, mais tout le monde ne prédisait pas la violation. Et en plus, on n'avait pas un niveau de violation. On prédit des choses, on mesure, on n'observe pas de violation pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, elle est peut-être plus basse, et on va aller creuser encore, le microscope va creuser plus bas dans la précision. Donc ça va contraindre ces théories, et l'engouement des scientifiques, il est très très fort. C'est aussi ce qui fait que la publication a mis du temps à sortir, c'est qu'on ne sort pas un chiffre comme ça qui contraint des grandes théories et des communautés scientifiques, sans être sûr du résultat annoncé. Les équipes ONERA, Observatoire de la Côte d'Azur, ont vraiment mouliné fin les données pour être sûr de ce qui allait sortir. Parce que c'est vrai aussi que une des causes de cet engouement réel de la communauté des scientifiques, des théoriciens, des chercheurs, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'expériences comme ça qui confrontent les grandes théories et les évolutions des théories de la physique générale. C'est pas souvent, quoi. Il faut bien se rendre compte que le principe d'équivalence, il est mesuré avec la précision qu'on citait de 10 puissance moins 13. Les principes de mesure ont 20 ans à peu près d'âge. Ils ont été un peu améliorés, mais ça fait 10 ans que ça sature, ça ne s'améliore presque plus. Et là, on franchit un pas, 10% de données, poum, on va 10 fois plus loin dans la précision, d'un coup. Et on va encore aller plus loin avec les données qu'on continue d'accumuler. Est-ce que c'est cohérent avec ce que vous attendiez, d'avoir, avec 10% de données, une précision 10 fois supérieure au résultat précédent, à 10 puissance moins 14 ? On est déjà extraordinairement content du fonctionnement du satellite, qui est bien meilleur que ce qu'on attendait pour la compensation de traînée, le contrôle fin du satellite, et la thermique. On a une stabilité thermique à l'intérieur du satellite 100 fois meilleure, voire même plus, 1000 fois meilleure que ce qu'on attendait. Donc ça fonctionne très très bien. L'accéléromètre, il fonctionne très très bien aussi. La particularité qu'on a, c'est que cet instrument de l'ONERA, on ne peut pas tester ses performances au sol. Il est tellement sensible qu'au sol, il sature. La gravitation terrestre le fait saturer. On ne peut le voir fonctionner avec ses pleines performances qu'en apesanteur, donc dans l'espace. Donc forcément, on le lance et on découvre des choses. On caractérise son comportement. Donc là, oui, on a dû, l'ONERA a travaillé pour ajuster son modèle et on a découvert des choses qui n'étaient pas exactement celles prévues. Et c'est le travail normal d'une expérience aussi incroyable. Alors vous avez dit deux choses encore sur le fonctionnement du satellite. Le contrôle thermique, ça se passe à quelle échelle ? Alors on parle de millionième de degré. On a une stabilité thermique. Alors c'est à la fréquence qui nous intéresse, relativement basse, mais on mesure au cœur de l'instrument une variation plus faible que 20 millionièmes de degré.
20 Je ne savais microkelvin. même pas qu'on était capable de contrôler la température à ce niveau-là. En fait, c'est juste, c'est un travail d'ingénierie du CNES qui est, en l'occurrence, très très bon. C'est passif, c'est pas un contrôle actif, c'est juste que l'instrument il est emmailloté dans un cocon, mais parfait. Il y a des couches protectrices et protectrices. L'ensemble du satellite fait que au cœur, voilà, c'est un thermos excellent, c'est ça. Au cœur, on est parfaitement stable. Il tourne sur lui-même pour être chauffé par le soleil de manière homogène et tout. Alors, si ça c'est la Terre, le Soleil est là-bas, le satellite fait en permanence face au Soleil, de telle sorte que le flux thermique est constant. On essaye de rester dans une situation thermique la plus stable possible. Ce qui nous perturbe, c'est plus ce qui vient de la Terre, parce que la Terre n'est pas homogène en thermique, et les phases du satellite tournent d'une certaine façon par rapport à la Terre. Donc ça fait des variations. Ok. Et la compensation de traînée, c'est quoi exactement? Alors la compensation de traînée, elle est essentielle au fonctionnement de l'expérience. On est à 710 km d'altitude, et même là-haut, à 710 km d'altitude, il y a encore un peu d'air, un tout petit peu. Mais ça frotte sur le satellite, ça le fait ralentir. Et cette petite axe décélération, pour le satellite, elle est trop forte si on veut atteindre une précision de 10 puissance moins 15 au niveau de l'instrument. Donc il faut la compenser. On mesure cette petite décélération avec l'accéléromètre, l'instrument, et par des petites tuyères, on émet en permanence du gaz, des infimes poussées de gaz pour compenser ça, et faire en sorte que la chute, elle soit purement gravitationnelle. C'est assez fascinant. La pression des photons du Soleil. Le Soleil qu'on représentait tout à l'heure, là, il pousse aussi un peu le satellite. Et cette poussée, elle nous gêne aussi. Donc, j'en peux plus. Mais quand vous dites il y a des petites tuyères, mais elles émettent un atome de temps en temps, en gros? Un peu plus. Mais les forces, ce sont quelques micronewtons. Et ça, c'est le poids, un peu moins que le poids d'un moustique, en équivalence de poids sur Terre. Et la tuyère, pour vous donner une idée, elle fait 1 mm de long. C'est tout petit, c'est pas une tuyère, c'est pas un moteur Vulcain. Hein. 1 mm de long, et le trou, l'orifice, c'est l'épaisseur d'un cheveu. On expulse du gaz par l'épaisseur d'un cheveu. C'est complètement incroyable. Ce qui est fascinant dans cette expérience, c'est vous dites que effectivement les résultats de cette expérience pourront avoir des conséquences comme le GPS, où on ne les connaît pas aujourd'hui, et ces expériences de physique fondamentale. Mais il y a aussi, d'un point de vue peut-être plus pratique, on sait très bien aussi que les expériences de physique fondamentale demandent de pousser des technologies, de capteurs, de compensateurs, de détection, qui elles aussi vont servir. On sait que tous les travaux sur du OCEA, sur l'accélérateur de particules, ont aussi amélioré des technologies extérieures. C'est aussi un enjeu, je suppose. On pousse des savoir-faire. Le CNES devient leader dans la compensation de traînée en orbite basse. Ça peut servir à d'autres expériences qui ont besoin d'être dans cet environnement parfait. Oui. L'ONERA, avec ses accéléromètres, a été encore plus loin dans la performance pour mesurer des accélérations infimes. Donc on pousse des technologies qui peuvent resservir à d'autres expériences, effectivement. On peut faire aussi des analogies avec une mission qui se prépare, l'ISA, pour mesurer les ondes gravitationnelles dans l'espace. Il y a des technologies similaires là-dedans. La compensation de traînée, les petits propulseurs, des accéléromètres. On retrouve ces composantes que des agences comme le CNES poussent au maximum de ce qu'il est faisable. Les différents enregistrements d'ondes gravitationnelles, d'ailleurs, qui continuent en ce moment, c'est aussi quelque chose qui confirme toujours la relativité d'Einstein. Oui, oui, oui. Et elle est solide, hein, cette théorie. Ouais. Comment ça Respect. Comment ça va se passer au niveau de la physique plus théorique? Vous disiez qu'il va falloir revoir peut-être les théories unificatrices. Là, c'est tout le travail des physiciens. Je me tourne un peu vers les fondamentalistes, hein, comme on dit les physiciens fondamentalistes. Ils vont devoir contraindre un peu plus leur théorie, puisque l'expérience leur montre que la violation n'existe pas, elle est statistiquement invisible à 2 10 puissance moins 14. Donc ils vont devoir contraindre leur théorie, ajuster les modèles. Contraindre, c'est-à-dire c'est refaire de nouvelles hypothèses qui soient compatibles avec le fait qu'on ait confirmé le principe d'équivalence. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Après, jusqu'où on ira, les physiciens sont très intéressés pour attendre la suite des résultats microscopes. Est-ce qu'avec les 90% des données qu'on n'a pas encore complètement analysées et qu'on ne soumet pas au public, est-ce qu'on va aller plus loin dans la précision? C'est sûr. Est-ce qu'on voit une violation ou pas? Ils attendent ça. Et puis ils préparent, ils réfléchissent à d'autres expériences. Parce que pour eux, l'unification
passe par l'expérience aussi. Oui. Les théories sur le papier, l'ordinateur, c'est bien, mais il faut les confronter un jour à l'expérience. Oui, c'est-à-dire Donc que qu'on ça voit une ne- violation ça ou pas, reste- on poursuivra dans l'expérience pour conforter les théories. Il va y avoir d'autres expériences prévues dans les prochaines années pour aller plus loin que Il y a une volonté, il y a un mouvement d'en faire d'autres, ça c'est sûr. Après, ça prend du temps. Il y a des processus de sélection rigoureux. Le microscope est passé par ce processus de sélection au CNES. On l'a retenu parce qu'il semblait extraordinairement pertinent, ambitieux et quand même faisable. Mais c'est du temps derrière de développement. Donc là, on parle de décennies pour d'autres expériences. Et est-ce Au moins une dizaine d'années. est-ce qu'il y a encore des possibilités que ça soit violé par la suite Ou est-ce que... En fait, ma question, c'est est-ce que c'est de moins en moins probable que le principe soit violé quand on descend quand on augmente la précision, ou est-ce que on n'a aucune idée de à quel niveau ça pourrait être violé et c'est toujours pareil? L'expérience et les modèles actuels donnaient une limite haute de la violation qui était alignée sur le 2 10 puissance moins 13 qu'on avait auparavant. Maintenant, le microscope fait descendre cette limite. Après, est-ce que c'est plus probable d'avoir la violation à ce niveau ou encore plus loin? Je ne sais pas répondre. C'est là où il y a aussi ce partage des métiers qui est passionnant dans le spatial. Entre des ingénieurs comme moi, on essaye de rendre possible quelque chose qui semble impossible. On le rend faisable. Et puis on a des instrumentalistes qui sont très très forts pour faire l'instrument. Et puis des physiciens fondamentalistes qui eux ont leur théorie. On essaye de se comprendre pour arriver à la mission, mais je ne sais pas répondre sur... Oui, vous ne savez pas si effectivement... Sur la partie vraiment théorie Il n'y a pas une précision qui, un jour, va valider définitivement, c'est bon, on n'y touche plus, on sait, le principe d'équivalence est solide et il marche tout le temps. Parce que c'est, en fait, la question aussi, je pense que c'était à peu près la même, c'est qu'on a l'impression que quand on parle de 10-15, la physique quantique, on parle d'infiniment petit. On sent qu'on est dans le même domaine, c'est-à-dire on est aussi dans l'infiniment petit, on est dans l'infiniment précis là finalement. Et donc, mais finalement, quand on est dans l'infiniment précis, on parle de différence de quelques atomes ou même pas atomes, parce que vous disiez 10-10 pour l'atome. Donc là, on est dans une précision qui est au-delà de l'atome. Donc finalement, on est dans une précision... Ça veut absolument rien dire de dire précision quantique, mais on est dans une précision qui relève de la physique quantique presque. Donc on se dit, à un moment donné, c'est même plus la peine, on arrête les expériences, c'est bon, touchez plus, le principe d'équivalence est là pour toujours, arrêtez de dire que... C'est ce qui fait que quand on travaille comme ingénieur sur cette mission, parfois le matin on se lève et on se dit mais est-ce que ça marche vraiment ce sur quoi on travaille on fait un bilan d'erreurs, on liste tous les termes d'erreurs possibles, et il y en a des dizaines, et on est obligé d'aller chercher des choses... infime, effectivement, et on fait rentrer en ligne de compte des problèmes qui s'approchent de problèmes quantiques. Ouais. J'ai une question peut-être un peu technique, mais j'aime bien comprendre vraiment non, mais j'aime bien comprendre jusqu'au bout le lien entre on reçoit telle donnée de la part du satellite et on en conclut que le principe d'équivalence est confirmé. Le lien entre les deux me manque encore. Vous sortez dans votre étude des schémas dans ce genre-là, qu'on affiche à l'écran en ce moment, voilà, magie. C'est ça qui vous permet de conclure que le principe est respecté, ça... C'est une représentation qui aide à comprendre pour un public averti, on va dire. Ouais. Les données qu'on reçoit, c'est une mesure d'accélération. L'instrument nous dit, voilà la différence d'accélération entre le platine et le titane. Ouais. Et on reçoit des millions de points. La donnée qu'on digère, elle est sur, au minimum, on va dire 200 heures de mesure permanente pour avoir quelque chose d'acceptable. Ouais. Et ces millions de points, c'est un signal d'accélération, mais quand on le regarde en fonction du temps, il évolue, c'est du bruit. On voit que des fluctuations comme ça. On ne voit rien de notable. Parce que le 10 puissance moins 15, il est tout petit là-dedans. Il faut aller le chercher infiniment bas. Donc pour mieux comprendre ce signal, on le décompose en fréquentiel. On va essayer de comprendre dans ce signal quelles sont les différentes fréquences, quels sont les sinus qui se baladent dedans. Donc le schéma en question, c'est une représentation fréquentielle de l'accélération mesurée par l'instrument. Et ce qu'on cherche, nous, c'est à une fréquence particulière que l'on maîtrise parfaitement, est-ce qu'il y a un signal? Est-ce que si on enlève tout le bruit, tous les sinus qu'on ne veut pas voir, est-ce qu'à la fréquence d'intérêt, il demeure un petit signal? Et surtout, quelle est l'incertitude qu'on a sur ce signal? En l'occurrence, là, on mesure un signal. S'il y a un signal, ça signifie que... S'il y a un signal plus élevé que l'incertitude, ça signifie qu'il y a violation. D'accord. Aujourd'hui, ce que l'on rapporte avec les équipes qui ont fait le traitement, là, ONERA, Observatoire de la Côte d'Azur, c'est que le signal, il vaut moins 1, 10 puissance moins 15, mais par-dessus, on a une barre d'erreur
qui vaut à peu près 2 10 puissance moins 14. Donc on dit le signal qu'on mesure, il est 20 fois plus petit que la barre d'erreur, donc il est non significatif, pour schématiser. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de violation. Statistiquement, on ne peut pas dire on est bien en dessous de la barre d'erreur. C'est ça. Ok. Et on donne notre limite, notre barre d'erreur. Incroyable. Eh ben, je crois que j'ai compris. C'est formidable. Tout le monde a compris. Ouais. Merci beaucoup Pierre-Yves Avec grand Guidotti. plaisir. Quand est-ce qu'on aura fini de décrypter l'ensemble des données? Un microscope, il va continuer à faire la science jusqu'en mars 2018. Après, on commencera à être proche des réserves en gaz qui nous servent à contrôler le satellite. Donc on fera encore quelques mois d'expérience technologique. Ouais. Et on va passiver le satellite, le déclarer fini, La retraite. la retraite, fin 2018. Et le faire Et le retourner temps de après digérer toutes ces données avec une analyse très fine, on parle d'une publication finale fin 2018, début 2019. Ok. On Eh en ben, on signalera, ouais. Quand on aura enfin atteint les 10 puissance moins Et 15. voilà, c'est l'objectif. Ouais. Merci encore Pierre-Yves Guidotti, c'était super intéressant. On va Merci à finir vous. par une petite vidéo d'animaux mignons qui a un petit peu un rapport avec les satellites. J'étais trop contente de trouver ça sur mon internet personnel. C'est le CSG, le Centre Spatial Guyanais, qui a posté ça la semaine dernière. Ce sont en fait une famille de chouettes chevêches des... Comment ça s'appelle? Chevêches quoi? Chouettes chevêches de... Attends, je l'ai marqué. Chevêches des terriers, c'est ça, des chouettes des terriers, qui a élu domicile sur le chantier du futur pas de tir d'Ariane 6, que j'étais allée visiter cet été d'ailleurs. Oh non. Mais C'est énorme. si, mais si. La classe. Trop bien. Et même un petit commentaire pour ceux que ça intéresse, hein, ces chouettes diurnes aiment particulièrement la vie dans les espaces dégagés, savanes, prairies, terrains de golf, aéroports, etc. Donc un grand chantier à Kourou, apparemment, ça leur plaît. Voilà, voilà. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.